Et l'invité politique dans La Politique, c'est clair, c'est Vincent Jeanbrun. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre Les Républicains de la Ville et du Logement. Une question sur Jack Lang qui a annoncé hier soir sa démission de l'Institut du monde arabe. A-t-il pris la bonne décision ? C'était plus que nécessaire. Et je suis ravi qu'on ait accepté cette décision et que l'Institut du monde arabe puisse avoir très prochainement un autre visage, un autre porte-parole pour poursuivre sa mission. Ça entache un peu quand même, un peu plus, j'ai envie de dire, la classe politique ? Écoutez, on va voir ce que la justice qui pourra peut-être se saisir, que ce soit sur la question des comptes offshore ou sur la question de l'affaire Epstein, mais il dira. Mais ce qui est sûr, c'est que là, l'image était terrible. Donc, je suis heureux qu'on puisse clore ce chapitre. Vous avez certainement lu l'interview du Premier ministre Confirme. ce matin dans la presse quotidienne régionale. Il parle d'un ajustement gouvernemental qui devrait intervenir d'ici au 22 février. Vous souhaitez rester au gouvernement ? Je pense qu'on a envie de continuer le travail, mais c'est une décision du Premier ministre ou du Président de la République. Le sujet, c'est de quoi a besoin le pays. Et ça fait des mois qu'on dit à vos micros que le pays a besoin de stabilité, il avait besoin d'un budget et de lignes claires et des objectifs qui soient lisibles dans le temps, au moins jusqu'à la présidentielle. Et c'est pour ça que le Premier ministre parle d'un réajustement en termes de casting du gouvernement pour qu'on garde collectivement un maximum de stabilité. Après, personne n'est titulaire de son poste et si on peut être utile, on continue. Sinon, on fera autre chose, il n'y a pas de souci. Rachida Dati, elle, doit quitter le gouvernement pour des questions de lisibilité, par exemple par rapport au municipal à Paris. Rachida a dit très clairement qu'elle voulait se consacrer pleinement à la campagne municipale, se consacrer pleinement aux Parisiens et faire en sorte que Paris retrouve sa splendeur après des années d'errance. Donc je trouve que c'est très louable et très courageux de sa part de dire je me consacre à 100%. Gérald Darmanin, lui, affiche de façon un peu masquée ses ambitions pour 2027. Sébastien Lecornu avait érigé une règle qui était de ne pas faire de politique quand on était au gouvernement, en tout cas pas de politicienne au sens de la présidentielle. Est-ce qu'il a rempli le contrat ? Est-ce que vous pensez qu'il peut rester ? Gérald Darmanin est une grande personnalité politique de ce pays et il continue à s'intéresser au destin de ce pays et tant mieux, c'est une chance. Maintenant, il est totalement à sa tâche en tant que ministre de la Justice. Il a un projet de loi extrêmement sérieux et attendu qui est dans les tuyaux. Et donc, moi, je suis heureux qu'il puisse poursuivre son engagement pour défendre ces textes-là. Ce que nous a demandé le Premier ministre, c'est de ne pas faire de politique partisane pour justement prendre de la hauteur, être utile au pays et faire toujours passer l'intérêt des Français avant les intérêts partisans. C'est ça le sujet. Et là-dessus, Gérald Darmanin remplit parfaitement cette mission et le contrat. Les Français ont demandé de la stabilité, ils sont certainement contents aujourd'hui qu'il y ait ce budget, c'est ce que vous disiez. Soulagé en tout cas. Est-ce que ce gouvernement peut aller jusqu'en 2027 ? Le sujet, c'est pas de savoir si le gouvernement va aller jusqu'en 2027 ou pas. Le sujet, c'est de savoir est-ce qu'on va être utile dans les mois qui nous séparent de cette élection de 2027. L'élection présidentielle va permettre de trancher un certain nombre de sujets qui, eux, pour le coup, sont un peu partisans, sont un peu clivants. Et ce sera le rôle de l'élection présidentielle. Et le rôle du gouvernement d'ici là, c'est de pouvoir être utile au pays. Mais comment on est utile quand on n'a pas de majorité et quand on a mis des mois à voter un budget ou en tout cas... Tout ce qui peut être l'objet d'un compromis, avec beaucoup d'habileté. Beaucoup d'intelligence. Le Premier ministre a réussi à créer des espaces de dialogue et de compromis qui n'existaient quasiment pas historiquement dans notre pays. C'est comme ça qu'on a le budget de la sécurité sociale voté dans une logique de compromis, qu'on a un 49.3 qui s'applique pour voter le budget, mais après des discussions qui permettent d'avoir un 49.3 discuté, un 49.3 qui finalement vient valider un budget qui a été largement partagé. Tout ça, c'est une nouvelle méthode et ça permet d'espérer effectivement de voter des textes pour clarifier les compétences de l'État, clarifier les compétences des collectivités, pour réformer le millefeuille institutionnel ici en Île-de-France, notamment sur la question du Grand Paris. Il y a tous ces sujets, on est convaincu qu'on peut avoir un compromis et faire avancer le pays. Moi, ça me paraît fondamental. Sébastien Lecornu ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle, vous le regrettez ? Mais encore une fois, la situation, elle est catastrophique. Pendant quelques mois, là, on a pensé qu'on n'aurait même pas de budget pour notre pays. Donc l'ambition de se dire est-ce que je suis candidat au poste d'après, etc., ça n'anime aucun membre du gouvernement et ça n'anime pas le Premier ministre. Il l'a dit, il l'a redit avec beaucoup de clarté. Il est là pour être au service des Français. Et déjà, la tâche est rude, elle est immensément compliquée. Et moi, je suis très fier d'être dans un collectif gouvernemental piloté par Sébastien Lecornu qui fait un travail extraordinaire. Mais vous vous rendez bien compte que la tâche est tellement dure
qu'il faut y être à 100%, pour ne pas dire 200%, et arrêter on ne peut pas être en parallèle en train d'essayer d'ambitionner une campagne nationale qui mérite là aussi un plein temps. Donc chacun son rôle, il y a des candidats, il faut porter des projets pour la France, les Français trancheront, et en attendant, le gouvernement, il est utile et à la tâche. Alors vous êtes à la tâche aussi avec un plan de relance du logement, parce que ça va mal dans ce secteur-là. 2 millions de logements qui doivent être supplémentaires, qui doivent être construits d'ici 2030, 400 000 en 2026. Comment on y parvient alors qu'il y a eu 275 000 mises en chantier l'année dernière seulement ? Vous avez raison de le dire. Moi, j'ai d'ailleurs souvent dit, je ne suis pas ministre du logement, je suis ministre de la crise du logement. Parce que la situation, elle est terrible. Et pourquoi c'est terrible ? Parce que quand on ne produit pas de logement, on ne loge pas bien les Français. Et voire, on ne les loge pas du tout. Ce qui est évidemment inacceptable dans un grand pays comme le nôtre. Il y a un enjeu de qualité de vie, il y a un enjeu de capacité à se projeter dans l'avenir, il y a un enjeu de pouvoir d'achat, il y a un enjeu de transition écologique. C'est tout ça quand on parle de logement. Et là, avec cette ambition qui a été présentée par le Premier ministre d'avoir un grand plan de relance du logement, eh bien, on a mis sur la table pas mal d'ingrédients. Le premier ingrédient, pour moi, c'est peut-être le plus important, c'est de créer un collectif. On a créé l'équipe de France du logement, avec tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la production de logements. Le logement privé, le logement social, avec ceux qui le construisent, ceux qui le financent, etc. C'est cette équipe de France du logement qui a signé en bas d'un contrat partagé le plan de relance du logement. Et les chiffres qu'on vous donne, ce n'est pas une annonce d'un ministre, ce n'est pas l'annonce du Premier ministre, c'est après avoir mis tous ces acteurs autour de la table, on a dit, c'est ambitieux, mais 2 millions de logements d'ici 2030, c'est possible. Ensuite, la deuxième chose, c'était dans le budget. Un statut fiscal extrêmement généreux qui va permettre à celles et ceux qui vont décider d'investir dans la pierre d'avoir une baisse significative de leurs impôts. Et donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais tous les professionnels pourront accompagner les Français qui se disent plutôt que garder mon argent sommeillé à la banque, je vais pouvoir investir dans la pierre, ce sera rentable pour moi et surtout ça permettra à une famille française de se loger. Juste un chiffre comme ça, mais un quart des familles françaises dorment dans un appartement qu'ils louent à un petit bailleur privé, c'est-à-dire un petit propriétaire qui a un ou deux logements. Ça me paraît important. Et puis le reste, moi c'est ma conviction profonde, c'est simplifier les choses. Simplifier. On a su faire du beau, du propre, du confortable et du sécurisé au moment des JO. On l'a fait vite et bien. Pourquoi ? Parce qu'on a compressé les démarches administratives, on a compressé un certain nombre de règles. Et donc moi, ce que je veux et ce que je porterai dans les prochains textes de loi avec le Premier ministre, c'est une grande simplification avec une idée simple, c'est que comme pour les JO, dans les endroits identifiés par les maires et les préfets comme étant d'intérêt général, eh bien on puisse accélérer les procédures comme on l'a fait pour les JO, comme on l'a fait pour Notre-Dame. Vous prenez donc quelques exemples, mais c'est tout un plan l'engagement ce matin de construire 400 000 logements d'ici la fin de l'année 2026. L'objectif, c'est 2 millions d'ici 2030. Et évidemment, si vous faites la moyenne, ça fait à peu près 400 000 tous les ans. Vous prenez l'engagement ce matin ? De 2 millions d'ici 2030, c'est l'engagement qu'a pris. Et 400 000 en 2026 ? C'est l'ambition, évidemment. Mais si on en fait 380 cette année et on en fait 40 000 de plus l'année suivante, c'est pas le plus grave. Le plus important, c'est qu'on atteigne les 2 millions d'ici 2030. Donc ça va être quand même difficile, c'est ce qu'on comprend. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est tous déterminés. Et pour que ce soit pas juste des annonces, moi je réunirai cette fameuse équipe de France du logement le plus régulièrement possible pour qu'on puisse vous tenir au courant d'ailleurs et vous dire voilà où on en est. Voilà où on en est. Est-ce qu'on est loin des 400 000 ? Est-ce qu'on s'en rapproche ? Est-ce qu'on les dépasse ? On a le droit de rêver. Mais en tout cas, cet objectif de 2 millions de logements d'ici 2030, il est très très clair et ça commence dès maintenant avec rien que pour le logement privé, 50 000 logements de produits de plus que les années précédentes dès cette année. Est-ce que c'est vraiment un problème de pénurie ? Parce qu'on voit qu'il y a quand même plein de logements vacants, il y a des bureaux vides, et il y a moyen en fait de pouvoir loger davantage. Est-ce que vous avez suffisamment pris la mesure de ces logements vacants ? Attention à la statistique, parce qu'en réalité, si vous demandez s'il y a des résidences vacantes dans les zones très détendues, je ne veux stigmatiser aucune région, aucun département. Vous avez des zones loin des métropoles où il peut y avoir des logements vacants, mais ce n'est pas parce que le logement est vacant que quelqu'un a spécialement envie d'aller y habiter. Le sujet, c'est l'adéquation entre le logement vacant et l'endroit où on a envie d'aller travailler, où on a envie de s'installer. Après, vous avez raison, il y a des bureaux vides notamment, et on sait que le bureau se porte mal. Ça fait partie des réflexions que je porte, pouvoir avoir une logique de conversion accélérée des bureaux vers du logement. Et pour ça, ça pose la question finalement d'avoir des logements dits reconditionnés. Vous savez, on a maintenant des téléphones, des ordinateurs reconditionnés. C'est pas exactement le même que si c'était à neuf. Par contre, c'est tout aussi fonctionnel. Vous avez des règles toutes bêtes dans notre pays, mais le droit du travail et le droit du logement
c'est pas le même. Ce qui fait que quand vous avez des bureaux, la place de parking fait pas tout à fait la même place. Les marches dans les escaliers font pas tout à fait la même hauteur. Et donc, ce qui est compliqué aujourd'hui en France, c'est que si vous voulez transformer un bâtiment de bureau en bâtiment de logement, avec les règles du droit aujourd'hui, il faut quasiment changer la taille des marches, changer la taille des places de parking, etc. C'est là où je parle peut-être de reconditionner un logement qui, lui, doit être au top des normes de sécurité, au top des normes environnementales. Donc le confort de l'appartement, il est au top, ce qui n'empêche pas que la résidence, elle, puisse avoir peut-être 2-3 petites choses qui soient plus proches du monde du travail que du monde... Il y a aussi le marché locatif. Est-ce que l'encadrement des loyers n'a pas tué ce secteur-là ? Il y a une mission actuellement en cours qui avait été initiée par ma prédécesseur Valérie Létard, et on attend le résultat pour voir justement quel a été très sérieusement l'impact de l'encadrement des loyers. Est-ce que quand on encadre les prix, ça a un impact sur la production, ce qui est en général la règle en économie, ou pas. Et ce débat continuera à avoir lieu, évidemment. Donc vous êtes... moi, j'étais maire pendant 10 ans, j'ai jamais appliqué l'encadrement des loyers, parce que je considère que... Mais pour autant, je ne veux pas être dans le dogmatisme, de toutes parts. Mais vous pourriez le supprimer, là, éventuellement C'est pas le sujet. D'ailleurs, l'Assemblée a plutôt voté favorablement à continuer l'expérimentation, avec une idée simple, c'est que moi, je crois à l'autonomie des maires et leur capacité à avoir une boîte à outils. Donc, à titre personnel, je ne crois pas à l'encadrement des loyers, mais je connais des maires frontaliers, par exemple, de la Suisse, qui nous disent, moi, si je n'ai pas un outil pour encadrer les loyers en tout en partie, je n'arrive plus à loger mes habitants. Donc, pas de dogmatisme. Je vous ai dit ma conviction personnelle. Maintenant, c'est le débat parlementaire qui nous fera dire ce qu'il faut. Vous aviez alerté sur la suspension de MaPrimeRénov' à cause de l'absence de budget. Donc maintenant, on a un budget. Quand le dispositif va-t-il reprendre ? Et oui, on avait dit pas de budget, pas de guichet. C'était pour tous ceux qui nous disaient une loi spéciale, finalement, c'est pas si mal. C'est un bel exemple de ce qui pouvait manquer. Et la bonne nouvelle, c'est que le budget ayant été voté, dès la promulgation de la loi de finances, ça prend quelques jours, vous savez, puisque le Conseil constitutionnel regarde tout le sérieux de la loi, eh bien on pourra rouvrir dans les jours qui suivent. Donc là, ça veut dire incessamment sous peu, et avant fin février, on aura la réouverture de MaPrimeRénov'. De MaPrimeRénov', pour quel montant alloué ? C'est vraiment une question de jour. Là, on a le même budget que l'année précédente, donc on a pu, dans ce contexte budgétaire extrêmement contraint, défendre cette ambition, qui est une ambition de transition écologique, mais qui est aussi une ambition de pouvoir d'achat, parce que et j'étais dans un très bel espace conseil MaPrimeRénov' avant-hier, et on voyait l'impact pour les familles qui s'étaient fait accompagner en termes de confort de vie, en termes de confort thermique et surtout en termes de pouvoir d'achat. Donc tout ça est extrêmement important, et donc je suis très heureux d'annoncer effectivement la réouverture de MaPrimeRénov'. Un mot sur les DPE, les diagnostics, qui encadrent finalement les locations. C'est difficile aujourd'hui de rénover l'ensemble du logement. Est-ce qu'il faut revenir sur ces diagnostics ou pas ? Revenir sur le DPE en tant que tel, non, parce qu'il faut garder cette ambition de transition écologique et de pouvoir d'achat. C'est toujours les deux. En revanche, il faut être pragmatique, et on voit bien aujourd'hui, on a un risque de voir 700 000 logements en France qui sortent du parc de location à cause de ce qu'on appelle la décence énergétique, donc le DPE. Ce que je veux pousser, moi, c'est la proposition de loi qui a déjà été adoptée au Sénat sous l'impulsion de la sénatrice Amel Gacquerre, qui propose d'étaler les travaux dans le temps, et donc de dire, pour ceux qui seraient prêts à s'engager fermement par contrat, je fais les travaux en 3 ou 5 ans, à ce moment-là, on peut continuer à louer. Pourquoi c'est important ? Parce que notre ambition, c'est qu'à la fin, les logements aient été rénovés. Si vous dites aux familles, et notamment on a beaucoup de petits propriétaires qui sont âgés, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un crédit, s'ils n'ont plus le revenu du loyer. Donc c'est très important, on aura l'occasion d'y revenir, mais il y aura évidemment une attention toute particulière là-dessus. Merci.